Monsieur le député, cher Xavier, Monsieur le président du conseil départemental, cher Jean, chers amis, Monsieur le conseiller régional, cher Ali, messieurs les maires, maires adjoints, élus des communes voisines, je voudrais vous saluer toutes et tous et vous remercier de votre présence qui nous fait chaud au cœur ce soir pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Votre présence vient témoigner de l'attachement que vous avez au bon fonctionnement de notre commune, au vivre ensemble que nous essayons de défendre, et puis au fait que bien, vous vous sentiez tous et tous concernés par la bonne marche de notre village. Je voudrais dire combien nous apprécions la présence de notre député, du président du département. On sait que les invitations sont très nombreuses en ce début d'année. Nous sommes très sensibles à votre présence et à ce geste que vous effectuez l'un et l'autre pour les habitants de notre village de Césariat et au nom de l'ensemble de notre conseil municipal et de la population de notre village. Je vous remercie de cette participation. Je voudrais avoir, pour commencer, une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés ou qui sont empêchés pour raison de santé. Je voudrais évoquer en premier lieu la mémoire de notre ami Max Durafour, qui fut élu communal durant de très nombreuses années, ancien adjoint à l'urbanisme, sous la mandature de M. Camille Cornier, et dont on connaissait l'attachement à sa commune d'adoption. Je voudrais aussi avoir une pensée pour la famille de M. Morino Communotto, qui nous a quittés très récemment, un artisan, un travailleur infatigable, et qui aura été un bâtisseur au sens premier du terme ici dans cette commune de Césariat et l'ensemble des environs. Et à titre personnel, on me permettrait d'avoir une pensée plus particulière pour Yves Blanchard, dont nous avons décidé de perpétuer la mémoire en apposant une plaque souvenir près de cet alambi qu'il avait restauré avec passion avant de le poser lui-même sur le rond-point en direction de Nantua ou de Montréal-Lacluse. Petite précision statistique, la population de Césariat s'établit aujourd'hui à 3085 habitants, et même 3169 si on y joint le compte. Nous avons enregistré cette année 35 naissances alors qu'il y a eu 32 en 2016, pour 31 décès alors qu'il y a eu 38 en 2007. Vous voyez donc que la démographie va dans le bon sens. Ces données chiffrées seront actualisées cette année, puisqu'un nouveau recensement sera effectué dans les semaines à venir, et bien plus précisément du 18 janvier au 5 février. Merci par avance de réserver un bon accueil à nos agents recenseurs, que je remercie d'avoir accepté cette mission importante. Alors il s'agira de Dominique Ray, Aurélie Maître, Jean-Claude Ducret, Damien Tranceau, Annie Kretz et Isabelle Guillermin. Et je vous demande pour longtemps de saluer le travail effectué par Edith Jacquemet au secrétariat pour assurer la préparation et la coordination de cette importante mission. Alors Edith, elle est ici, elle a été récemment médaillée du travail, et elle aussi donc, pour ses années de présence, donc on peut l'applaudir. Alors par anticipation, ce recensement devrait être l'occasion de mesurer une nouvelle fois la vitalité démographique de notre village. Vitalité qu'il nous faut malgré tout essayer d'encadrer, et ce sera un des objectifs de la révision de notre PLU, actée par décision de notre Assemblée municipale en date du 23 novembre dernier. Je rappelle que l'actuelle rédaction de notre plan local d'urbanisme date de 2005, même s'il a été modifié à de nombreuses reprises afin de contribuer au développement de notre territoire. Dans son écriture actuelle, il aura permis de recentrer l'urbanisation de la commune et de préserver les espaces naturels périphériques
mais il doit, à ce jour, intégrer de nouvelles dimensions, et notamment les nouvelles prescriptions et orientations en faveur de la réduction de la consommation de l'espace. Il doit aussi composer avec les évolutions législatives de ces dernières années en matière d'urbanisme et avec les nouveaux objectifs du schéma de cohérence territoriale de Bourg-Bresse-Revermont, approuvé en mars 2017. Enfin, ce document de planification doit avoir une vision durable. Il devra donc intégrer les différentes notions de développement durable, qualité de vie, préservation des espaces paysagers et agricoles, et ces éléments justifient la nécessaire révision générale du document d'urbanisme de la commune. Claude vous a présenté les excuses d'un certain nombre de personnalités, je n'y reviendrai donc pas, si ce n'est peut-être pour renouveler celle de ma collègue Martine Tabouret, conseillère départementale de ce même canton de Césaria et vice-présidente de notre assemblée départementale en charge de la jeunesse et des collèges. Et je sais qu'à ce titre, elle porte une attention toute particulière au bon fonctionnement de notre collège Lucie-Aubrac. Et là aussi, nous veillerons à ce que notre révision du PLU puisse être un outil au service d'un fonctionnement encore amélioré de cet équipement majeur pour notre territoire. Que ce soit pour réorganiser une partie de sa desserte ou pour lui permettre d'améliorer sa capacité d'accueil, notamment pour les espaces extérieurs. Aujourd'hui un peu juste pour contenir les 672 collégiens qui y sont aujourd'hui en formation. Mais l'urbanisme, le patrimoine, c'est aussi l'affaire de chacun, et croyez bien que nous sommes très sensibles aux efforts qui sont effectués pour faire en sorte que nos pierres du Revermont soient mises en valeur. Et les initiatives sont nombreuses et régulières dans ce domaine. Raison de plus pour faire en sorte que nos règlements essayent aussi de s'adapter à cette ambition patrimoniale. En ce début d'année, je voudrais aussi remercier l'ensemble des responsables associatifs que l'on s'est mobilisés tout au long de l'année pour faire en sorte que la dynamique sportive, culturelle, sociale soit la plus accomplie possible au service de l'ensemble de toutes et tous. Et on voudrait vraiment remercier et saluer l'ensemble des bénévoles qui tout au long de l'année font preuve de beaucoup de dévouement, mais c'est le lot de tous les bénévoles, d'énergie, pour faire en sorte de faire fonctionner leurs associations avec des moyens que l'on sait toujours réduits. Je voudrais saluer les représentants de la presse, ainsi que les représentants de notre union des entreprises, les co-présidents Bérangère Estaili et Nicolas Richet. Merci pour leur contribution à l'administration de notre village, spécialement pour la fête de la Grand Margot, au côté de la Grappe d'Or, et de tous les acteurs de cette belle fête populaire. Au titre de la vie associative, les anniversaires se succèdent, et après celui de Mélodie Folies en 2017, c'est au tour du foyer de l'amitié d'entrer dans la force de l'âge en fêtant en 2018 ses 40 années. Et je rappelle au passage que l'association est pleinement ouverte à tous les retraités, y compris les plus jeunes d'entre eux. Voilà, le message est donné, donc pour tous ceux qui souhaitent rejoindre le foyer de l'amitié, les portes sont largement ouvertes. Et puis, si le foyer fête ses 40 ans cette année, c'est une jeune présidente qui a entendu sa destinée, elle nous a confié qu'elle allait rester présidente jusqu'au 50e anniversaire pour commencer. Voilà, on va l'applaudir. C'est bien ce que tu vas dire, Joël. Au titre du commerce et de l'industrie, permettez-moi de saluer les dirigeants de la municipalité que nous accueillerons tout à l'heure, dirigés par M. Roland, qui est aujourd'hui solidement installé dans notre zone de domaine. Et s'agissant de cette zone, j'en profite pour vous annoncer la réouverture prochaine des établissements langlois, sans doute dans le courant du printemps, mois de mars, on dit. Après les soupes de poisson, les sushis, le saumon fumé et les cuisses de grenouille, ce sont de nouvelles spécialités agroalimentaires qui seront produites, dont le caractère innovant, pour ne pas en dire plus, sera une nouvelle fois la marque de fabrique de l'établissement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, tant pour l'emploi
que pour notre économie locale. Je voudrais remercier à mon tour les représentants de la gendarmerie, et plus spécialement le responsable, le chef de notre communauté de brigade de Césarien Tréfort, le major Joignot. Je ne me rappelle jamais du grade. C'est major, c'est bon, je me suis pas trompé ici. La sécurité est un élément essentiel du bien vivre ensemble, et merci à eux de veiller avec attention aux côtés de notre policier municipal, Ewen Kerboul, sur notre village. J'en profite pour souhaiter à Ewen à ce dernier une bonne santé au terme d'une longue période de convalescence, conséquence du grave accident de la circulation dont il a été victime cet été. Des souhaits de bonne santé à la hauteur des attentes de notre population, attentive d'une façon très majoritaire au respect des règles indispensables au bien vivre ensemble, qu'elles tiennent à la circulation, mais au stationnement ou au bon respect de notre cadre de vie. En tout cas, je vous l'annonce, Ewen fait son retour lundi prochain, ce lundi, et par avance, veillez notamment à la pose de votre disque sous les espaces des zones bleues de notre centre-village, où nous lui avons demandé d'exercer une particulière vigilance. S'agissant de la sécurité, je voudrais évoquer rapidement la mise en place du dispositif de participation citoyenne, dit des voisins vigilants. Ce dispositif est basé sur le principe du volontariat des riverains. Son application concrète se traduit par tout signalement de quelque chose d'anormal chez un voisin absent, avec les moyens modernes de communication, afin de renseigner rapidement les forces de sécurité dès le constat d'un événement inhabituel et suspect dans le quartier ou sur la voie publique. L'opération est également un moyen d'être informé des éventuels délits dans le quartier pour s'en prévenir rapidement. Sur le plan pratique, les choses sont tout à fait simples. Quand un voisin vigilant, comme ça qu'on va l'appeler, observe un fait suspect ou inhabituel, il prévient par téléphone son référent de quartier, hors flagrant délit, qui lui-même appelle la gendarmerie ou la police municipale pour reporter et rapporter les éléments mémorisés. Plaque d'immatriculation, signes distinctifs, voisins concernés, coordonnées des témoins. Le rôle des voisins vigilants se limite à avoir l'œil à de possibles déplacements anodins, à des renseignements, mais il ne se substitue pas à la police municipale ou à la gendarmerie. Le dispositif sera signalé à chaque entrée de quartier par un panneau et complétera le dispositif de vidéoprotection installé sous les halles du centre-village et la convention qui unit déjà la commune et la gendarmerie pour la police municipale. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et à cet effet, des bulletins ont été mis à disposition au fond de la salle et d'autres seront disponibles en mairie. Essentiel, eux aussi en termes de sécurité, nous avons adressé mon tour des salutations particulières aux membres de notre compagnie de sapeurs-pompiers qui effectuent un travail remarquable sous la responsabilité du lieutenant Jean-Luc Paul. Je remercie au passage le président du conseil départemental, merci Jean, pour ta récente initiative, puisque notre CPI va bénéficier de la mise à niveau gratuite de son système d'alerte, ce qui représente de fait une contribution de quelques 400 000 € du département au service directement de nos communes, et une économie d'environ 3 à 4 000 € pour la commune de Césarien. En tout cas, nous avons la chance d'avoir ici une compagnie en ordre de marche, on ne peut que se satisfaire des intentions affichées pour faire en sorte que nos sapeurs-pompiers bénévoles soient pleinement intégrés au dispositif opérationnel du service départemental d'incendie et de secours. Les remerciements vont ensuite à l'ensemble de nos agents communaux et intercommunaux à votre service et à votre écoute tout au long de l'année. Je remercie plus spécialement notre secrétaire général et directrice des services, Patricia Bourdin, pour son investissement tant dans la gestion du quotidien que pour porter avec les élus des grands projets communaux. J'ajoute les collaborateurs de l'ensemble des services avec lesquels nous travaillons toute l'année, notamment le syndicat des eaux, la Lyonnaise des eaux, aujourd'hui Suez, ceux du syndicat d'électricité, ceux du syndicat de la Rissouze, j'ajoute les services de l'ONF,
M. Ducrozet assumant parfaitement la mission qui lui est dévolue au service d'une bonne gestion de nos espaces forestiers. Je reviendrai dans quelques instants sur le fonctionnement de notre agglomération, de notre Cambres, mais auparavant, je vais évoquer rapidement la question liée à la distribution de l'eau potable et celle du syndicat du SIA, syndicat intercommunal dit communication de l'Ain, et l'importante question du développement de la fibre optique. Pour l'eau potable, vous avez connu une année difficile avec des incidents d'une ampleur inédite sur notre réseau d'eau intercommunal. Certes, nous avons connu des coupures difficilement supportables, nous le savons, tant pour les particuliers que pour les entreprises, mais nous avons eu la chance, malgré tout, de pouvoir compter sur des équipes d'intervention efficaces, motivées et réactives, sans lesquelles les conséquences auraient pu être encore plus graves. Merci en tout cas à Thierry Vallet et à ses équipes, au président Jean-Luc Puez, ainsi qu'aux dirigeants de notre syndicat communal des eaux Assurance-Vermont et à son vice-président délégué aux travaux, Jean-Jacques Bourget. Sur ce point, je voudrais aussi m'élever contre une information qui a pu circuler, laissant entendre que nous aurions un réseau d'eau fragilisé par le poids des ans et l'absence de dépenses d'entretien ou d'investissement pour en assurer le renouvellement. Certes, les ruptures qui sont survenues sont préoccupantes. Certes, elles vont nécessiter une réflexion particulière et sans doute générer de forts investissements, comme celui visant à doubler la capacité du réservoir de Césarien. Mais il est faux de dire que notre réseau a été laissé pour compte. Acheminer l'eau depuis la rivière d'Ain est à la fois complexe et technique. Je préfère, pour ma part, voir le verre à moitié plein, en rappelant que depuis des décennies, partout en Revermont, nous disposons d'une ressource en qualité et en qualité qui nous est souvent enviée par ailleurs dans notre département. Pour le réseau de fibre optique, je voudrais ici relayer les fortes attentes de notre population, les acteurs de notre maison de santé, les responsables de notre collège, les professionnels exerçant hors de nos zones d'activité économique, ils sont nombreux. Nous savons combien le déploiement engagé est complexe et coûteux, mais nous mesurons chaque jour, y compris pour le bon fonctionnement de nos propres services, combien il devient nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que notre Assemblée municipale avait voté sans arrière-pensée la contribution de 3 € par habitant demandé, avec l'espoir de voir notre village érigé en pôle structurant de notre bassin de vie, équipé enfin de ce réseau indispensable aux qualités de services souhaitées. Et je sais, notre président de l'Assemblée tout à l'heure, que les efforts sont réalisés pour faire en sorte que le déploiement puisse s'accélérer. Merci Jean pour ton action dans ce domaine et merci aux conseillers régionaux qui, on le sait, œuvrent aussi sur ce dossier avec beaucoup d'attention. Je voudrais maintenant évoquer plusieurs dossiers d'actualité concernant l'action de notre conseil municipal. Premier dossier, celui de la requalification urbaine et paysagère du site Bouvard en centre-village. Le permis de construire a été délivré en 2017 et la phase de construction a été précédée par celle de la démolition et du terrassement, réalisée au cœur de l'été par l'entreprise Fontenay. Les travaux avaient commencé au mois de février par la phase de désamiantage et les travaux vont en faire entrer dans une phase active dans les prochaines semaines puisque les entreprises attributaires des différents marchés sont désormais connues. Ils vont s'échelonner sur les années 2018 et 2019, tant pour la partie des logements que pour celle de nos futurs équipements publics. Je rappelle qu'au cours de l'année 2017, nous avons répondu à l'appel à projet SOR, publié par le conseil départemental, et que nous sommes désormais inscrits sur la liste de ce projet dans le cadre de cette programmation départementale. L'association des maires sera chargée du montage socio-gérontologique du projet, et sur ce site, ce sont 6 petits logements qui vont être labellisés et ainsi bénéficier d'un soutien financier complémentaire du département pour le recrutement puis pour le fonctionnement ultérieur. C'est une enveloppe de 90 000 € qui a été délivrée au bénéfice de la commune de Césarien. Et je voudrais adresser à mon tour, avec Claude, des remerciements à Xavier Breton,
cette fois-ci avec sa casquette de conseiller régional, pour avoir directement contribué à la prise en compte de notre projet par la région dans le cadre du contrat de territoire signé au niveau de notre agglomération. Grâce à cela, ce sont près de 180 000 € si on y inclut notre dotation de Bourg-Centre, qui viendra en provenance de la région nous aider à équilibrer financièrement ce projet. Deuxième dossier, celui de notre vie scolaire, dont on connaît l'importance pour chacune de nos communes. Nous aurons dans quelques jours à faire le choix de notre futur rythme scolaire. Et je ne cache pas mon souhait personnel de voir se refermer cette parenthèse idéologique qui a conduit à rouvrir nos écoles le mercredi matin. La décision devrait être prise rapidement, puisque nous avons appris à la veille des fêtes la nécessité d'une délibération urgente des instances concernées. Conseil d'école maternelle et élémentaire et assemblée municipale devront donc se décider très rapidement. Au-delà des rythmes scolaires, la commune maintient ses efforts tant en fonctionnement qu'en investissement, s'agissant très clairement ici de notre premier poste en termes de dépenses communales. Pour cette année 2018, le conseil municipal va valider, je l'espère prochainement, le principe de travaux importants à l'école élémentaire du Vallon pour couvrir et ainsi imperméabiliser la terrasse qui joue la salle d'évolution. Nous y gagnerons une salle de gymnastique de 150 m² supplémentaires, mais au prix de l'enveloppe de travaux que l'on peut estimer entre 300 et 400 000 €. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons à l'Assemblée municipale. Un investissement pour lequel nous savons par avance pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires. Nous espérons bien sûr l'État, mais via l'ETR, mais aussi le département, cher Alain. Pas bien fait venir. Troisième dossier, celui de l'environnement, avec la mise en œuvre du zéro pesticide. Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques, notamment les pesticides de type glyphosate, est interdite pour les collectivités locales et à Césarien, comme ailleurs, nous avons dû revoir notre gestion du désherbage. Je voudrais souligner la qualité du travail de nos agents techniques en première ligne sur ce dossier et qui ont réussi à passer ce cap tout en faisant en sorte que notre commune conserve un caractère agréable et accueillant. Merci à l'ensemble de notre équipe technique, et je pense qu'ils méritent eux aussi des applaudissements. La commission cadre de vie, c'est des travaux, sous la houlette de Claude Carte et de Jean-Jacques Bourgier, travaille néanmoins sur de nouvelles pistes, comme celle de l'utilisation de trèfle nain, j'invente rien, pour traiter certaines allées. Une première expérimentation sera réalisée près de la stèle du Soldat Gauvin. Nous ferons par ailleurs une présentation de ce plan de désherbage raisonné en réunion publique à l'approche du printemps, aussi pour attirer l'attention de toutes et tous sur la nécessité de modifier certains comportements. De fait, chacun va devoir développer sa tolérance aux mauvaises herbes, ou encore mieux, s'engager à arracher la petite pousse devant chez soi, qui doit devenir un geste éco-citoyen. Et cet engagement citoyen, autour des agents municipaux et des bénévoles du comité Fleurissement, permettra le maintien de la qualité et de la propreté de nos espaces publics. Quatrième dossier, celui de notre bibliothèque, qui poursuit sa professionnalisation avec le soutien sans faille d'une dynamique équipe de bénévoles. Depuis le 1er janvier, elle reste encadrée par Mme Fanny Maréchal, mais désormais dans le cadre d'un contrat de droit public, puisqu'elle est devenue salariée communale. L'efficacité et la complémentarité du bénévole et de la salariée, la diversité des animations, l'élargissement toujours plus large du rayon d'action, tant en direction de la jeunesse que des personnes retraitées, ont en tout cas convaincu le conseil municipal de franchir ce pas supplémentaire qui s'inscrit, il est vrai, dans la droite ligne des recommandations de notre service départemental de lecture publique. Cinquième dossier et enfin, celui de l'accessibilité à nos bâtiments publics, avec la pose prochaine de l'ascenseur dans le hall de notre ancienne mairie. C'est un aménagement important, indispensable pour préserver la fonctionnalité des lieux, y compris pour sa partie associative, et qui devrait être effectif au cours de ce premier semestre. Ce chantier a pris un peu de retard, en raison principalement
de la lourdeur des tâches administratives préalables aux travaux. En tout cas, lorsque l'on entend parler de simplification de la vie administrative de notre beau pays, je vous assure, il y a encore un peu de progrès à faire. Avant d'évoquer rapidement la montée en charge de notre nouvelle agglomération, je voudrais remercier les acteurs d'une nouvelle association, celle dite des passeurs de mémoire, pour leur engagement au service de ce qu'il convient d'appeler le devoir de mémoire. Aux côtés de nos deux amicales d'anciens combattants, et je salue les présidents Daniel Pierre et Serge Mercier, le souvenir et la gestion des commémorations seront portés par une nouvelle dynamique que l'on ne peut plus saluer. Cette nouvelle association sera surtout multigénérationnelle. Je voudrais remercier très sincèrement et féliciter Jean-Marc Hugo pour avoir accepté d'être le premier président de cette jeune association. Tout un symbole lorsque l'on connaît son engagement comme professeur des écoles. Et puis, n'oublie pas l'engagement de notre plus jeune génération, aussi dans cette action de communication, et notamment l'action de nos jeunes conseillers du conseil municipal d'enfants, que je remercie aussi d'être présents non seulement à nos côtés, mais de leur dynamisme tout au long de l'année. Donc, concernant notre agglomération, je pense qu'il est bon de rappeler l'importance aujourd'hui, puisqu'elle fédère 135 000 habitants, 75 communes, qu'elle a aujourd'hui un budget qui est proche de 230 millions d'euros, et qu'elle a aujourd'hui, elle emploie quelques 600 salariés. C'est dire l'importance de la structure et la lourdeur administrative de cet échelon intercommunal. Cette dimension, mais c'est tout l'enjeu, on le souhaite, devrait nous permettre, nous l'espérons, d'engager des réflexions globales en termes d'aménagement du territoire, de développement durable, de développement économique, de politique touristique, de transport. Et ce travail est engagé notamment sous la responsabilité de Jean-Luc Luez, qui a en charge l'élaboration du projet de territoire sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des équipes d'élus. Pour la première année de démarrage, les ambitions étaient doubles. D'une part, en termes de fonctionnement, faire en sorte que l'agglomération puisse assurer la continuité des services jusque-là apportés par notre communauté de communes, élargir l'ensemble du territoire. Et puis, qu'elle puisse aussi développer ses services. Je pense que le mandat a été rempli, puisqu'aujourd'hui, l'instruction des actes d'urbanisme a pu être pris en compte par la nouvelle agglomération. C'est une charge qui pèse sur la nouvelle structure à hauteur de 700 000 € par an. C'est une charge qui était auparavant assurée par l'État et aujourd'hui vient grever nos finances intercommunales. Nous avons aussi la satisfaction d'avoir pu préserver et poursuivre les politiques jusque-là portées par la commune de la Vallière, tant pour la gestion de nos équipements locaux, à travers le fonctionnement de notre pôle de proximité qui reste installé dans le bâtiment de l'ancienne mairie. Et j'en profite pour saluer et remercier Elisabeth Bonan, la directrice de ce pôle de proximité, pour l'état d'esprit avec lequel, avec l'ensemble des agents du pôle de proximité, elle conduit ses missions et ses services. Vous savez, nous sommes ici, nous avons mis en œuvre des politiques intercommunales fortes dans les domaines de la voirie et de l'assainissement. Nous avons eu la satisfaction de voir nos politiques d'investissement portées par l'agglomération prolongées et poursuivies. Et nous pourrons ainsi, comme nous l'avons fait en 2017, poursuivre une politique d'équipement dans le domaine de la modernisation de la voirie avec des projets et des dossiers importants pour l'année 2018. Nous l'avions annoncé de façon un peu prématurée en 2017, le réaménagement du carrefour des Soudanières. Nous espérons que les travaux se réaliseront dans le premier semestre de cette année 2018. Nous avons aussi engagé des travaux d'aménagement de la route départementale près de la Poste, en direction de Jasseron, moderniser le chemin des Matières, et puis un certain nombre de voiries, le chemin des Ripes. Donc, au cours de l'année 2018, nous aurons encore des travaux importants portés par la Coupe de l'agglomération. Et puis, nous sommes aussi à la veille d'engager des travaux de modernisation de notre réseau d'assainissement conséquent pour parfaire l'acheminement, sécuriser l'acheminement de nos eaux usées en direction de la ville chef-lieu de la station d'épuration de Bourg-en-Bresse. En tout cas, les années à venir seront portées par les politiques et portées par notre agglomération, et nous espérons que nous pourrons
pour l'année 2018 à 2020, engagé des dossiers importants et qui sont attendus par la population, notamment dans le domaine des transports, que ce soit pour initier cette liaison verte, qui nous paraît souhaitable et indispensable, pour relier Césarial à Bourg-en-Bresse, ou pour faire évoluer le réseau de transport en commun, qui aujourd'hui remonte jusqu'au Lavagné, mais que l'on souhaiterait voir prolonger, vous et nous, jusqu'en direction de la commune de Césarial. En tout cas, ces dossiers portés par l'agglomération le sont aujourd'hui avec beaucoup de volontarisme de la part des élus, et c'est avec détermination que nous sommes engagés aux côtés du président Jean-François Demas pour faire en sorte que cette agglomération se révèle la plus efficace et la plus profitable possible pour l'ensemble de notre population. Voilà, je voudrais terminer cette intervention en vous renouvelant mes très sincères vœux de bonheur pour vous et vos familles, avec une pensée pour celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous pour des raisons de santé, et pour toutes celles et ceux qui sont dans la peine en ce début d'année. Et pour conclure, vous me permettrez de faire appel à deux personnalités. Alors cette année, on avait le choix entre Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson. Voilà. J'ai décidé de prendre les deux. Johnny Hallyday, c'était peut-être pas le plus grand philosophe que la France ait connu, mais il avait malgré tout dit que exister, c'est insister. Et puis Jean d'Ormesson, lui, on connaissait toutes les qualités, avait dit que pour sa part, le bonheur est souvent un inattendu. Eh bien, si pour 2018, ce bonheur tarde à venir, eh bien, référez-vous à Johnny, insistez. Voilà. Bonne année à tous et à tous.